Alors, on va faire maintenant un focus sur le contrat d'engagement réciproque. Ça aussi, c'est un changement important, en tout cas pour nous à Pôle emploi, puisque jusqu'à présent, nous souscrivions avec les demandeurs d'emploi un PPAE, un projet personnalisé d'accès à l'emploi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un contrat d'engagement. Donc, nous avons vraiment un changement dans la relation que les demandeurs d'emploi vont avoir avec ces opérateurs, avec ces organismes référents. Ça, c'est décrit à l'article 2 du projet de loi. Déjà, on identifie que le diagnostic global qui sera élaboré avec la personne, donc, va donner lieu à la signature avec l'organisme vers lequel la personne a été orientée d'un contrat d'engagement réciproque qui sera ensuite périodiquement actualisé. Alors, là aussi, c'est important de noter le rajout du terme réciproque qui n'a pas toujours figuré dans le texte, qui sous-entend, comme vous l'identifiez bien, des engagements de part et d'autre de la signature du contrat. Et justement, cette notion même de contrat est importante. On vous a remis dans le petit encadré bleu la définition que donne le Code civil à l'article 1101 de ce qu'est un contrat. Donc le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ça a vraiment une portée très importante, contractuelle, qui donne des obligations aux deux parties. Alors, on va voir quelles sont les obligations. Par contre, vous allez aussi constater dans le fil du déroulé, bien que ce contrat est déséquilibré dans la mesure où le demandeur d'emploi encourt des sanctions lorsqu'il ne respecte pas ce qui est prévu dans le contrat d'engagement qu'il a signé. Par contre, l'institution, l'organisme qui a co-contractualisé, lui, ne souffre d'aucune crainte de sanctions encourues. Donc, ce qui pose quand même question pour ceux qui connaissent un petit peu le droit des contrats issus du Code civil, ça pose vraiment interrogation, ce contrat asymétrique en termes d'obligations et en tout cas de conséquences pour l'une et l'autre des parties au contrat. Ce contrat d'engagement réciproque ou CER, on aime bien les acronymes dans notre organisme. On va très très rapidement se l'approprier, celui-là. Le contrat va définir un certain nombre d'éléments. Le contrat va définir les engagements de l'organisme référent. Nous, en tant qu'organisme référent pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi, notamment en termes d'actions mises en œuvre en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l'emploi. Également, il va définir la désignation d'un référent unique qui sera chargé de l'accompagnement du demandeur d'emploi. Il va définir aussi les engagements de la personne accompagnée, parmi lesquels son assiduité, sa participation active aux actions prévues par le plan d'action, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité de 15 heures. Sur le niveau d'intensité de l'accompagnement, donc sur la durée de 15 heures d'activité, on reviendra dans quelques instants. À noter que ce point-là n'évoluera pas dans la commission mixte paritaire, puisque les deux assemblées ont adopté le texte avec les mêmes termes. Donc, à noter que c'est 15 heures d'activité, point. C'est pas 15 heures minimum, c'est pas 15 à 20 heures, c'est 15 heures. C'est l'article 2 du projet de loi. Le contrat définira également les actions de formation, d'accompagnement et d'appui qui visent donc à permettre le retour à l'emploi. Il est élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi et il tient compte notamment de sa formation,
de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extra-professionnelles, de sa situation personnelle et familiale, et enfin, de la situation locale du marché du travail. Donc là, on voit poindre quelque chose qui est quand même nouveau dans le paysage, en tout cas dans le texte de loi en tant que tel, c'est ce rattachement au marché local du travail. Ça veut dire qu'on va être défini demain en tant que demandeur d'emploi par rapport à un lieu de vie, à un bassin de vie et de travail et de sa situation locale. Les souhaits de mobilité seront peut-être un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre. En tout cas, ça ne sera pas l'objectif premier, d'après ce que l'on peut comprendre de cette rédaction du projet de loi. Et ça fait sens aussi avec les métiers en tension et avec la motivation, l'argumentaire du gouvernement pour qui ce projet de loi doit permettre d'atteindre le plein emploi et doit permettre de pourvoir les postes qui restent en souffrance sur les métiers en tension. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est sous-jacent qui peut, en tout cas à notre sens, susciter un certain nombre d'inquiétudes. Alors, si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la recherche d'une activité salariée et si le projet est suffisamment établi, donc déjà, il faut que le demandeur d'emploi soit en recherche d'une activité salariée, mais il faut aussi que son projet soit suffisamment établi. À ce moment-là, le contrat définit les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu d'accepter. L'offre raisonnable d'emploi revient au centre de ce contrat d'engagement réciproque avec ses obligations et c'est elle qui, demain, permettra de éventuellement sanctionner un demandeur d'emploi, en tout cas telle qu'elle aura été décrite dans le contrat d'engagement, donc au regard de la nature et des caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, de la zone géographique privilégiée. Attention, là aussi, à ce terme privilégié, ce n'est pas une zone géographique définie et sanctuarisée, mais elle est privilégiée, ce qui sous-entend qu'on peut avoir des propositions sur une autre zone géographique qui n'est pas privilégiée, mais comment ça sera traité, à voir. Et enfin, le salaire attendu. Donc, ces trois éléments-là constituent l'ORE, l'offre raisonnable d'emploi. Alors, telle qu'on la connaît, ce n'est pas quelque chose de très, très nouveau. Ça fait déjà un petit moment que ça figure dans la loi. Mais aujourd'hui, avec ce projet de loi, d'une part, et surtout avec la transformation du PPAE en contrat d'engagement réciproque, cette offre raisonnable d'emploi et les critères qui sont inscrits prennent une autre dimension beaucoup plus contraignante pour le demandeur d'emploi. Donc, demain, dans la relation avec les demandeurs d'emploi, nous, conseillers à l'emploi, nous aurons vraiment une responsabilité d'alerte aussi et de rédaction de ce que l'on va faire figurer en partenariat, bien sûr, avec les demandeurs d'emploi, en concertation, dans le cadre d'un diagnostic commun et d'une élaboration conjointe du CER pour ne pas inscrire dans cet ORE et dans ce contrat d'engagement des éléments qui pourraient faciliter sanction des demandeurs d'emploi parce que difficilement tenables. En tout cas, nous, à Force Ouvrière, on souhaite qu'il y ait une attention particulière là-dessus pour ne pas arriver à des situations compliquées qui pourraient, y compris, susciter des violences envers les collègues, aussi bien aux accueils physiques que téléphoniques, que par tous les canaux de contact entre les demandeurs d'emploi et Pôle emploi. Donc, ces éléments de l'ORE pourront bien entendu être révisés dans le cadre de l'actualisation du contrat d'engagement réciproque, notamment afin d'accroître les perspectives de retour à l'emploi.
Ensuite, le CER précisera les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui existe déjà dans la relation avec le demandeur d'emploi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais la nouvelle dimension tient, encore une fois, je répète, à la nature de ce contrat d'engagement réciproque qui est signé. Il intègre aussi, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle. Si le projet professionnel de la personne comporte la reprise ou la création d'entreprise, le contrat d'engagement réciproque en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser, encore une fois, à chaque étape et pour chaque objectif, on a des démarches, des actes que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser. Et enfin, le contrat précise les droits du demandeur d'emploi ainsi que les voies et délais de recours contre les sanctions susceptibles d'être prononcées en cas d'inobservation de sa part. Effectivement, comme c'est un contrat, on a aussi des sanctions. Alors, on en avait déjà, effectivement, mais là, elles prennent une autre tournure avec la nature même de contrat, comme on a pu le mettre en avant tout à l'heure. Alors, l'entrée en vigueur, encore une fois, de cette partie du projet de loi se fera par un décret à une date au plus tard le 1er janvier 2025. Donc là aussi, comme tout à l'heure, pour la direction générale, c'est le 1er janvier 2025 et pas avant, mais tant que le décret n'est pas paru, nous n'avons aucune certitude de la date qui sera fixée pour l'entrée en vigueur de cette partie du projet de loi. Alors, là, il y a un élément important qui tient à la reprise de stock, entre guillemets. C'est pas très joli ce mot, mais dans notre jargon, c'est ce qu'on utilise. Dans un délai fixé par décret, chaque organisme référent conclut un CER avec les demandeurs d'emploi dont il assure l'accompagnement à la date d'entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur, ça nous donne un délai. Alors, les suppositions que l'on a d'après les premiers échos qui nous sont parvenus, c'est un délai de 2 ans, mais tant qu'on n'a pas le décret, on n'en sait rien. Donc, quel temps nous sera donné à nous, mais aussi aux autres organismes référents pour contractualiser avec les personnes que nous avons en accompagnement à la date d'entrée en vigueur. Rappelons-le, aujourd'hui, nous avons quand même un peu plus de 5 millions de demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans nos fichiers. Bien sûr, il n'y a pas que la catégorie A, toute catégorie confondue, puisque, alors, en l'état actuel du texte, il n'y a aucune précision sur les catégories de demandeurs d'emploi. Est-ce qu'elles vont changer, pas changer? Qui rentrera dans quelle catégorie? On n'en sait strictement rien. Est-ce que ce contrat d'engagement réciproque va s'adresser uniquement aux demandeurs d'emploi de la catégorie A ou aussi des autres? On n'en sait rien et dans le texte n'est pas précisé à cette étape-là. Ce qui est par contre clair, c'est que toute personne inscrite comme demandeur d'emploi souscrit un contrat d'engagement réciproque, sans exception. Donc, ce contrat va venir se substituer à tout ce qui existe actuellement dans les différents organismes référents, donc aussi bien le PPAE chez nous, Pôle emploi, que les contrats d'insertion dans la vie sociale pour les jeunes qui sont pratiqués donc par les missions locales, aux contrats qui sont conclus avec le département pour les bénéficiaires du RSA. Demain, avec l'entrée en vigueur de ce projet de loi, ça sera le seul et unique contrat d'engagement réciproque qui aura cours en lieu et place de tous les autres. Alors, les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont inscrites sont maintenues dans l'accompagnement en cours jusqu'à leur sortie du parcours de recherche d'emploi.
Donc ça aussi, c'est une petite modification qui a été apportée par l'Assemblée nationale, à voir si ça subsiste après la commission mixte paritaire. C'est ce maintien dans le même cadre que actuellement pour les personnes qui sont déjà en cours d'accompagnement pour éviter qu'il y ait un changement de conseiller en cours de route.